salue et merci de nous recevoir encore chez vous. Bienvenue à un autre numéro de Bouquino. Alors Bouquino reçoit aujourd'hui un professeur d'université qui va nous présenter son œuvre assez bizarre avec un style sans complaisance. Monsieur Ngaïdé, il s'appelle. Monsieur Ngaïdé, bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous aux internautes. Je suis donc monsieur Abderrahmane Ngaïdé, je suis enseignant chercheur au département d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Alors monsieur Ngaïdé, nous allons présenter aujourd'hui votre œuvre qui s'appelle Mbururu Mbarara. Personnellement, j'ai des problèmes à prononcer parce que c'est la première fois que je rencontre cette expression-là. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Bon, écoutez, Mbururu Mbarara, je vais d'abord expliquer que le terme est généralement utilisé par un ami qui s'appelle Malik Madoki Diop, mais en réalité c'est une transformation d'une onomatopée chantée, un refrain chanté dans une musique salsa. En réalité c'est Wururu Warara, mais lui il dit Mbururu Mbarara puisque ça a été acclimaté chez nous. Et il l'utilisait donc à chaque fois qu'on est ensemble et qu'il voit une situation cocasse ou qu'il voit par exemple quelqu'un qui se présente comme étant le prince du monde, alors qu'il me dit généralement déglu ñi ay Mbururu Mbarara kese la ñuy wax parce que dañuy yaakaar ni ñoom moom réew mi. D'accord, alors vous avez essayé de contextualiser si je comprends bien. En fait, j'ai essayé de donner un contenu à ce terme qu'il utilise à profusion. D'ailleurs, justement, je pense que c'est un agacement par rapport à ce terme qui m'a conduit à écrire. Nous étions trois, lui-même, notre ami qui est mon collègue, le professeur Gabingom, qui est chirurgien. On était au Nandoz un jour et tout d'un coup il commençait à nous répéter Mbururu Mbarara, Mbururu. Et tout d'un coup je lui ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, Mbururu Mbarara aura un contenu. Nous allons écrire un roman qui va s'appeler Mbururu Mbarara. Et je reprends ma chaise, j'ouvre mon ordinateur et on commence. C'est comme ça que Mbururu Mbarara a commencé. C'est de là qu'est venu le concept déjà. Le concept, il était là dans sa bouche depuis très longtemps. Depuis 10 ans que je le connais, il utilise le terme à tout bout de champ pour signifier une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, cocasse ou quand même incroyable. Et moi, j'étais peut-être agacé par l'utilisation permanente de ce terme. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être lui trouver un contenu. Et le contenu est venu de lui-même, puisque notre situation dans l'espace urbain ressemble à du Mbururu Mbarara. Et c'est quoi du Mbururu Mbarara? Si je reviens sur la définition exacte, telle que l'a conceptualisé mon préfacier, je crois qu'il donne... Comment il s'appelle déjà? Le préfacier s'appelle Bado Ndoye, qui est professeur de philosophie au département de philosophie à l'université de Cheikh Anta Diop. Il dit très bien quelque chose qui semble refléter la réalité de ce que je veux traduire. C'est à la page 14 déjà. Donc oui. Je comprends bien, vous êtes en train de faire refléter les choses que l'on vit dans la société. Comme quoi les gens étaient en train de parloter. Je crois que ce n'est pas... Il faut que d'abord que je rectifie une chose. On peut avoir une mauvaise lecture du texte, mais l'intention du texte, c'est de montrer l'envers du décor dans lequel nous sommes. Parce que imaginez-vous que dans la circulation, que nous soyons toujours bouchés dans notre circulation par l'existence des charrettes qui transportent tout et n'importe quoi, ou bien des pousse-pousseurs qui transportent tout et n'importe quoi, et qui gênent la circulation. Et pourtant, ils font partie intégrante aussi de l'économie de la ville. Ils font partie intégrante du décor de la ville. Mais ils créent aussi une forme de zizanie urbanistique qui ne cadre pas avec notre esprit de modernité, quelque part. C'est comme vous dites dans le roman, quand vous dites de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, le wartan, le wahale, le dokhan et le mbarara sont les seules choses de notre vie. Bien, si vous constatez très bien que notre ville, le dokhan marche très bien quand même ici dans ce pays. C'est la seule chose d'ailleurs qui marche très bien et qui n'a pas besoin, j'ai dit, d'énergie interne ou externe à profusion pour marcher. Et si vous voyez très bien, j'ai parlé d'énergie électrique
Puisqu'en ce moment, au moment où j'écrivais le roman aussi, il y avait une crise d'électricité dans le pays. D'accord. Chaque phrase de Mbururum Mbarara, je peux la décortiquer puisque ça cadre avec la réalité sociale. Donc, je ne peux pas traduire ce qu'il y a dans le Mbururum Mbarara dans une émission. J'ai comme l'impression que vous n'avez traduit que des mots de la société. Tout à l'heure, quand je vous appelais en cours de route, vous me disiez que vous êtes en train de faire du Mbururum Mbarara. Parce que je vous ai appelé 2 fois comme pour vous dire que j'étais en route. Qu'est-ce que je dois comprendre? Vous devez comprendre par là qu'on ne respecte pas le temps. Et si on prend la définition du Mbururum Mbarara qui est dans le roman, c'est une parole vide. Je donne une parole, mais elle est vide en réalité. D'accord. Puisque ici, dans les dig dara, je vais parler wolof un peu, dans les dig dara, fait du deug. Et c'est la spécialité de tout un chacun ici. Non, mangi non, dina ko régler. Non, xaral, non, mon affaire bi. Ou bien tu poses par exemple une question à quelqu'un, il va te répondre toujours autre chose. Autre chose. Tu lui demandes l'indication d'un lieu, il te dit ah waouh, man de auto bu weex bobu. Non, romb na ma fi. Fek gisul ben auto bu weex. Puisque tout simplement ça fait partie de notre quotidien maintenant. Sérieux. Alors, comment vous faites? Est-ce que le livre est en train de circuler dans l'espace universitaire où vous évoluez? Je peux dire oui, dans l'espace universitaire. D'ailleurs, chaque matin, on m'appelle maintenant Mbururum Mbarara, alors que ce n'est pas mon terme, c'est le terme de Malik Madoki Diop. Mais aujourd'hui... C'est vous qui l'avez vulgarisé en fait. Oui, j'ai joué ce rôle peut-être de vulgarisateur, ou le roman va jouer son rôle de vulgarisateur. Moi, j'ai sauté sur l'équation, comme c'est un terme ambigu et polysémique, qui peut être appliqué à n'importe quelle situation, puisque c'est une onomatopée qui ne signifie rien. Et donc qui peut être appliqué à n'importe quelle situation qui ne cadre pas avec les normes, par exemple les normes urbanistiques, normalement ne nous permettent pas de voir des charrettes circuler entre des voitures, des 4x4 et de belles voitures. C'est quand même quelque chose d'étrange. C'est choquant pour vous? C'est pas choquant pour moi, mais c'est étrange pour quelqu'un qui vient de l'étranger. Pour moi, ça fait partie de notre décor. Comment donc, en faisant ressortir ces éléments-là qui semblent être choquants, comment les récupérer pour qu'ils s'adaptent à nos réalités? Parce que mun nañu nangu charrette yi di continuer daw, mais ordre am. Parce que ce n'est pas rejeter la tradition, puisqu'on ne peut pas changer les mentalités comme ça. Depuis combien de temps Senghor a pensé que Dakar allait être comme Paris? Alors que Dakar n'est pas comme Paris. Dakar traîne encore les imaginaires sociaux, puisque nous avons été construits dans un moule que nous reproduisons dans l'espace urbain. Je n'écris pas pour critiquer la société en tant que telle, mais c'est pour voir tout simplement l'incongruité des différents modes de vie que nous essayons d'assimiler dans une ville. D'accord. Et vous écrivez tout le temps société, vous avez aussi écrit les implications socioculturelles et sécuritaires de la Guinée sur les pays de la sous-région et autres. Vous vous intéressez aux faits sociaux, on dirait? Oui, mais c'est tout à fait normal. Je suis un chercheur qui travaille sur les questions de société. Et en plus, peut-être, pour aller plus loin, je suis d'origine mauritanienne aussi. D'accord. Peut-être que l'événement traumatique qui m'a fait quitter le territoire mauritanien est un fait social. Donc le fait de société m'intéresse puisque ça permet aussi de comprendre à quel moment, à quel niveau de l'évolution d'une société un conflit peut apparaître. Et qui n'est pas du tout en congruité peut-être avec l'objectif que la société elle-même s'est tracée pour atteindre un certain but, c'est-à-dire vivre en commun. D'accord, je rappelle que nous sommes avec M. Abdourahmane Gaïdé, il est professeur d'histoire à la faculté des lettres à l'université de Dakar. Alors M. Gaïdé, vous n'avez pas eu de problème d'édition pour ce livre-là? Vous touchez là à un problème très sérieux, je pense d'ailleurs que j'en parle dans le texte. Et mon éditeur, peut-être ça l'a échappé, mais je dis que les éditeurs, au lieu de travailler pour le livre, ils pompent plutôt l'argent ils vivent de la direction du livre au lieu de faire vivre le livre. Je l'ai dit, ça est dans le texte, peut-être que ça a échappé à l'éditeur, mais... Il l'a pas vu, sinon il l'aurait enlevé. Peut-être même qu'il a voulu le laisser partir, mais j'ai eu quand même, il faut que je le rappelle, j'ai eu une subvention quand même du rectorat de l'université de Dakar pour publier ce livre. D'accord. Et je dois le rappeler de manière permanente, tous les romans que je sors, tous les livres que je sors, j'ai une subvention, soit de ma fac, soit du rectorat. Ça, il faut le dire. Il faut dire que l'université fait des efforts pour que ses enseignants puissent travailler. Ceux qui travaillent reçoivent des subventions.
Mais les subventions sont-elles bien utilisées? C'est une grande question. C'est une grande question. Donc pratiquement avec la subvention de l'université, vous n'avez pas eu de problème d'édition? Si, j'ai eu un problème technique d'édition puisque j'ai tiré pour 450 exemplaires, j'ai payé quand même 1 500 000. Et malgré la subvention? La subvention était de 1 500 000. Et c'est ce que j'ai versé à l'éditeur, puisque c'était ça qu'on m'avait demandé. J'ai reçu 450 exemplaires, mais plusieurs exemplaires sont mal faits. Je ne critique pas l'éditeur ni les techniciens. C'est que c'est une nécessité justement aussi d'attirer l'attention des services publics et surtout des privés qui peuvent donner dans une soirée 4 millions à quelqu'un, 3 millions à quelqu'un. On ne peut pas rassembler cet argent pour mettre en place un système qui puisse nous permettre de fabriquer nos livres sur place et que le prix soit abordable. Parce que j'aurais pu le publier en France sans payer un seul sou, mais j'ai voulu contribuer au développement plutôt des maisons d'édition et que le livre il est destiné aux Sénégalais. Il l'a dit, il a voulu se faire publier à Dakar pour contribuer au développement du pays. Il s'est fait éditer par le Nègre International et Harmattan dans tout ça. Harmattan, c'est mon éditeur traditionnel. D'accord. Chez lequel j'ai publié tous mes ouvrages jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce que, M. Ngaïdi, que pensez-vous de la situation du livre et de la lecture au Sénégal? Des étudiants d'abord dans le milieu où vous évoluez encore. Bon, écoutez, c'est dommage que je puisse le dire et je pense que je le répète à tous les plateaux d'ailleurs, que la lecture est en train de disparaître dans ce pays malheureusement. Moi, quand je suis arrivé ici il y a 25 ans, venant de la Mauritanie où il y a une sécheresse des lectures, j'étais fasciné par la profusion des lecteurs dans les cars rapides, dans les bus, ou bien à 18h à cette heure-ci sur l'avenue Bourguiba. C'était quand ça? C'était en 89, 90, 91, 92, jusqu'au développement des journaux avec la naissance du quotidien Sud. Les gens lisaient beaucoup dans ce pays. Il y avait des parterres partout. Il y en a encore, mais la lecture n'a plus je ne sais pas, c'est lié à plein de choses qui sont normales, puisque l'accès à l'information est devenu plus libre avec Internet. Mais le livre, je ne pense pas que le livre puisse être remplacé par autre chose. En tout cas, pour moi, toucher un livre, déjà, c'est accéder à la connaissance. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez contribuer à ce développement du livre et de la lecture au niveau de l'université? Nous savons tous que l'université est en crise, pas seulement en crise sociale, mais en crise de valeurs. Les étudiants ne lisent plus, soit ils n'ont pas de temps, soit il y a beaucoup d'autres choses. Et dans votre faculté, est-ce que ça se lit les œuvres au programme? Bon, je vous dis par exemple, Mourourou Mbarara entre en faculté cette année, mais au département espagnol. Comme œuvre au programme? Comme œuvre au programme pour la littérature comparée. D'accord. Et j'ai un problème pour rééditer justement le livre, pour que les étudiants puissent y accéder. Puisque quand je l'ai mis sur le marché, dans l'espace universitaire, il était vendu à 3 000 francs pour les étudiants. Puisque moi, je ne cherchais pas de bénéfice. L'essentiel, c'est de partager ce que je crois être intéressant dans le texte. Mais aujourd'hui, j'ai un problème de réédition. Je veux le rééditer à un coût accessible pour que les étudiants puissent y accéder et tout le peuple sénégalais d'ailleurs pour y accéder. S'il pouvait coûter 1 000 francs, ce serait une aubaine pour moi. Puisque l'objectif, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais c'est de diffuser une information. Et qu'est-ce qu'on peut faire du contenu? C'est ça aussi qui est important. Et si les gens ne lisent pas, je ne saurais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire du contenu. En tout cas, je sais que j'ai des retours de lecture qui sont intéressants, mais ce n'est pas ça c'est pas ça mon souhait. Ce ne sont pas les retours privés, dire voilà ton roman est bon. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est est-ce que ça peut servir à quelque chose? Est-ce que am na njëriñ pour askan bi? Ñu xool suñu xoolee suñu seetu bi lan la ñuy gis ñun la ñuy gis wala leneen lu ñuy gis parce que man yaakaar nañ seetu bi leneen la ñuy gis lu ñu war a sàmm duggalaat ci sunu aada. Parce que modernité bi lu ñuy wutali modernité bu ñuy wut bi mënuñu ko am nit mënul bàyyi lu mu nekk nu mu musee nekk c'est pas possible. Et vous êtes mauritanien, vous nous parlez en très bon wolof? Ben écoutez, moi, ce n'est pas une histoire de Mauritanie puisque c'est une histoire humaine. Je suis devenu un citoyen de ce monde et
je suis profondément fier aujourd'hui de parler Wolof. Parce que si je me considère il y a une trentaine d'années, les stéréotypes entre les différentes ethnies m'avaient conduit à être comme tout le monde, comme tout Halpulaar, rejetant l'autre. Mais plus l'âge aidant, plus aussi l'ouverture d'esprit, je considère mon Pulaar et l'arabe que j'ai comme étant... j'ai un rapport académique avec ma langue aujourd'hui. Les autres langues, je les conquiers. D'accord. Alors, M. Ngaïdé, qu'est-ce que vous proposez en tant que professeur d'université pour que le livre de la lecture renaisse dans l'espace universitaire, dans l'espace scolaire au Sénégal et dans toute l'Afrique en général? Bon, écoutez, j'ai écrit un dernier poème qui est paru, qui s'appelle « L'écriture est un sabot d'ânesse », qui est un hommage à un grand homme de culture que nous avons perdu l'année dernière, qui était patron de la culture de la ville de Dakar, Omar Ndao, que paix à son âme, où dans l'avant-propos, je dis qu'il faut peut-être, pour faire renaître la lecture, je crois qu'il faut procéder pas, il faut qu'on accepte de publier de petits livres de 30, 40 pages d'histoire géniale pour remettre les gens dans le goût. Et je crois qu'en passant par la poésie me semble être l'élément fondamental qui peut réveiller le goût de la lecture. Mais les gens n'aiment pas la poésie. Ils pensent que la poésie, c'est quelque chose ce sont des pleurs, c'est de l'amour. Et bien sûr, c'est de l'amour. Mais la poésie, c'est la spiritualité. Ça te permet d'être plus proche du texte. Et je crois que si on remet ça, et qu'on réveille aussi les espaces, comme par exemple le Relais, qui était un lieu historique extrêmement important, où toute la gauche est née ici. Mais aujourd'hui, quand on parle de Relais, on pense à autre chose. Alors, on est avec M. Ngaïdé, il vient de donner une très belle idée. Une idée de mettre sur pied des livres de 40 pages, de 50 pages, histoire de donner envie, de donner goût à la lecture. M. Ngaïdé Karapit Konkam te remercie pour nous avoir accueillis dans ton Relais. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, il faut que les gens sachent que je suis comme les pousse-pousseurs. Mes romans, c'est des pousse-pousse. Je mets tout dedans. L'essentiel, c'est de recevoir le pousse-pousseur et de lui donner ce bout de fer qu'il cherche. Puisque c'est ce bout de fer-là qui lui permet de faire manger sa famille. Moi aussi, c'est mon stylo qui me permet de vivre et de partager mes angoisses. Heureusement. Merci, chers internautes. Merci, c'était tout pour ce bouquin d'aujourd'hui. Abdourahmane Ngaïdé, professeur d'université, professeur d'histoire à la faculté des lettres de l'université de Dakar. Rendez-vous très prochainement pour un autre bouquin.